Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes très nombreux ce soir. J'accueille donc avec moi pour passer cette soirée avec vous tous Anne Tufigo. Bonsoir Anne. Bonsoir Leslie. Tu vas bien? Merci d'être aussi nombreux. Ouais, là clairement c'est vraiment super. Et aussi Stéphane Alix. Comment vas-tu Stéphane? Bonsoir, très bien, merci à vous toutes et tous d'être avec nous ce soir. Voilà, on est ravis d'être avec vous puisque ce soir on va aborder un thème clairement qui nous intéresse tous. Ça va être l'occasion vraiment de répondre à des questions que vous êtes peut-être toujours posées ou que vous n'avez peut-être jamais osé vraiment poser. Cette question c'est comment l'invisible influence nos vies. Alors, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, je vais vous présenter très rapidement qui sont Anne et Stéphane. Donc Anne, tu es médium depuis ton plus jeune âge, tu entends et tu communiques avec les défunts, tu es spécialiste de l'interprétation des signes, tu as écrit plusieurs ouvrages à succès sur cette thématique et tu es aussi conférencière. Stéphane, de ton côté, tu es journaliste, tu es aussi écrivain. Pour remettre un peu de contexte, pour expliquer pourquoi tu t'es intéressé à la question de la mort, c'est au décès de ton frère. Tu as commencé à enquêter comme un journaliste sur la mort pour comprendre justement ce qui se passe après. Et puis, tu as élargi progressivement à tous les phénomènes, les expériences de mort imminente, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, tout ça avec beaucoup de rigueur que tu racontes aussi dans pas mal de tes livres. Donc, voilà pour leur présentation. Sachez que Anne et Stéphane ont déjà produit 2 masterclass pour notre site Mentor Show et que ce soir, je vais vous en parler dans un moment, on va vous proposer un nouveau programme où Anne et Stéphane mêlent leurs compétences. Vous pourrez vous abonner, je vous dis tout ça dans un instant. Donc, je vais vous présenter le programme de ce soir, pas mal chargé. Je pense qu'on va pas s'oublier, pas mal de trucs à dire quand même sur cette thématique infinie. Donc, comment l'invisible influence nos vies. On va démarrer en se parlant des signes, des synchronicités et justement, comment apprendre à percevoir l'invisible. Dans un second temps, on se parlera des expériences de mort imminente, des perceptions extrasensorielles. Clairement, quand l'invisible interroge la raison, Stéphane, tu le sais, on dit beaucoup de choses sur ce sujet, un peu tout et n'importe quoi. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de recadrer un petit peu les définitions. Et puis ensuite, on poursuivra avec comment développer son intuition, parce que bien sûr, tout ce dont on va parler, nous aide à élargir un peu notre champ de vision et devenir un petit peu plus spirituel, un petit peu plus intuitif, et ça peut nous servir aussi au quotidien. Et restez bien avec nous, puisqu'à la fin de cette conférence, Anne et Stéphane répondront un maximum de vos questions. Questions que vous pouvez commencer d'ores et déjà à poser. C'est l'onglet chat et vous avez un onglet Q&A pour poser vos questions. Q&A, pardon. Question and Answers en anglais. Et c'est là-dedans que vous pourrez poser vos questions. On a toute une équipe derrière qui me les retransmet et Anne et Stéphane tenteront de répondre à un maximum de vos questions à la fin de cette conférence. Juste avant, première question Anne, parce qu'on est peut-être qu'on en a tous vécu, mais qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que tu veux bien nous définir, si c'est possible, ce qu'est un signe et ensuite ce qu'est une synchronicité, ce qu'on appelle une synchronicité? Alors, je vais me lancer dans la définition. Tout le monde peut percevoir un signe parce que le mot signe peut s'utiliser tant en linguistique que en mathématiques, que dans les sciences. Donc c'est un mot qui est très large et moi j'aime ce mot parce que dans les religions, on se signe aussi. Et donc, je trouve que c'est un très beau trait d'union justement dans différentes disciplines. Le thème et le mot qui pose le plus question, c'est la synchronicité, en l'occurrence, qui est un terme qui a été, je le rappelle, remis au goût du jour par Carl Gustav Jung, et lui-même hérité des alchimistes, en fait, un synchronos qui veut dire qui se déroule en même temps. Alors, une synchronicité est à distinguer de la coïncidence. Je prends souvent l'exemple de vous croisez quelqu'un ou vous croisez 3 personnes dans la même journée qui portent une casquette rouge, et bien vous allez pouvoir vous dire tiens, c'est une coïncidence.
En revanche, si vous croisez une personne qui a une casquette rouge au moment où vous pensez à votre grand-père décédé qui lui-même avait ce couvre-chef, c'est une synchronicité en fait. Dans la synchronicité, il y a une immédiateté dans l'émotion, une immédiateté dans le sens qu'elle requiert et aussi une mémoire mémorielle, émotionnelle très forte qui fera qu'elle va aller s'inscrire dans notre psyché et certainement changer notre vision des choses. Donc, le signe peut être anecdotique, la synchronicité va être porteuse de sens, si tant est qu'on sache bien sûr les observer et les comprendre. Justement, est-ce que tu aurais, peut-être pour les personnes qui se disent, mais je démarre par où, un petit conseil pour commencer à ouvrir un peu plus son esprit, quoi. Non, mais je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphane, au-delà de ça, parce que au-delà du fait que je l'aime beaucoup dans ma vie, Stéphane Alix, c'est une synchronicité quand même. Je pense que c'est le meilleur exemple que je puisse donner. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai évidemment lu son premier livre, La mort n'est pas une terre étrangère, mais je vais quand même préciser cette histoire qui est tristement folle. Mon frère s'appelle Thomas, comme Stéphane. Il a appris le décès de notre maman quand il était en OPEX, puisque mon frère est militaire, et il était en Afghanistan en mission, en fait. Donc, nous avons été dramatiquement touchés dans notre chair, mon frère et moi. Et évidemment, quand j'ai lu les premières pages du livre de Stéphane, à cette époque, je n'avais pas encore embrassé cette carrière qui est la mienne. J'ai évidemment déjà suivi cette connexion invisible. Et je précise quand même dans la continuité de la synchronicité que les premiers documentaires que j'ai tournés, les premiers contacts que j'ai eus ont été avec Inexploré, jadis Inrest TV, et que donc il y a une espèce de fil de continuité. Et je voulais le dire parce que je suis sûre que Stéphane ne le sait même pas. Et ben oui, et donc déjà rien que dans ma carrière personnelle, il y a eu comme ça des petits signes qui ont jalonné ma vie et évidemment jusqu'au départ de ma maman, puisque Stéphane avec son livre Le Test parlé des signes qu'il a demandé à son papa délivrés dans le cercueil. Moi, c'est une lettre que j'ai adressée à ma mère et qui a été vecteur de signes. Donc, je trouve ça beau et je voulais le dire quand même en préambule parce que il y a dans toute cette histoire finalement déjà des fils invisibles. Voilà, j'ai raté la question, Leslie. Non, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est une super anecdote et on est ravis de la connaître. Je te demandais comment s'y prendre pour démarrer. Commencer à ouvrir comment son s'y esprit. Prendre pour démarrer. Alors, c'est créé parce que l'équilibre parfait à trouver serait le suivant. Et c'est quand même une gageure, c'est-à-dire être attentif sans être focus. C'est pas facile ça, hein. C'est-à-dire qu'un signe se manifeste toujours quand nous n'y attendons pas, c'est-à-dire quand nous ne faisons pas appel à la partie gauche de notre cerveau qui est la partie rationnelle, cartésienne, logique, et donc qui veut démanteler un peu une analyse scientifique et juste. Donc il faudrait laisser la partie droite de notre cerveau plus intuitive, créatrice, imaginative se mettre en route, mais sans être dans l'attente au quotidien. Ça, c'est un état qui est difficile à créer en fait, hein. Que les enfants savent beaucoup mieux créer que nous parce qu'eux, ils ont encore cette capacité finalement d'émerveillement, c'est-à-dire de pouvoir attendre la surprise sans tout à fait la créer. Et c'est un peu se remettre dans cet état-là et à partir de ce moment-là, alors évidemment, d'aucuns diront qu'en faisant ça, on se met en état modifié de conscience, hein, c'est-à-dire qu'on met notre cerveau en onde alpha, et là, on arrive à capter beaucoup plus les petits signes qu'on ne voit pas dans notre quotidien. Et pourquoi on ne les voit pas dans notre quotidien ? Parce que, de plus, ça c'est le deuxième conseil que je peux donner à toutes et à tous, notre routine, nos rituels de vie qui sont évidemment très enfermants, puisque nous voulons sans arrêt baliser le terrain de nos habitudes, on veut absolument tout englober, tout contrôler, parce que ça nous rassure, parce qu'on a peut-être un contrat de loyauté dans notre vie avec celles et ceux qui nous entourent,
parcours. Et dans ce parcours totalement fléché, nous empêchons la plupart du temps les bonnes comme les mauvaises surprises. Mais n'est-ce pas là aussi la loterie de la vie, c'est de pouvoir aller à la rencontre d'opportunités. Mais dans le mot opportunité, d'ailleurs en anglais opportunities, n'a pas que cette notion, positive comme en français. Le mot opportunité, c'est vraiment un peu le dieu Kairos chez les Grecs, c'est-à-dire paf, il arrive, il y a quelque chose une énergie nouvelle qui se présente à nous, et qu'est-ce que nous allons en faire? Sauf que si tous les jours nous sommes réglés comme du papier à musique, et je l'entends, notre vie doit parfois l'être, eh bien on se prive de rendez-vous inattendus et riches. Merci beaucoup Anne. Alors en effet tu parlais de l'expérience et voilà et du drame qu'a vécu Stéphane et sa famille à la mort de son frère en reportage en Afghanistan. Stéphane, ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que tu n'étais pas forcément destiné à t'intéresser à ce sujet-là. Tu faisais plutôt du grand reportage sur des terrains de conflit. Donc tu pourrais clairement être un de nos participants. Je vois qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont perdu des proches et qui vous questionnent tous les deux à ce sujet-là. Du coup, toi, c'est à la mort de ton frère, comme on le disait en intro, que tu as commencé à t'intéresser à la mort et à la question de la vie après la mort. Toi, tout à fait personnellement, à quel moment pourquoi tu as ressenti le besoin justement de percevoir ces signes et comment tu t'y es pris concrètement après le décès de ton frère? Moi, il y a eu deux étapes. Peut-être aux participants qui sont peut-être dans la même situation que celle dans laquelle tu as été. Ouais. Il y a eu deux étapes distinctes et en bon représentant d'une société occidentale très cartésienne, très rationnelle, très mentale, j'ai eu besoin de nourrir mon mental et de rassurer mon mental sur la légitimité d'un questionnement sur des sujets qui, a priori, seraient cantonnés au religieux, au surnaturel, au paranormal, je ne sais quoi. Donc, il a fallu plusieurs années d'enquête où j'ai fait mon boulot de journaliste, comme je le faisais avant sur des sujets tout à fait conventionnels, pour mettre en évidence ce que mettent en évidence une partie de la communauté scientifique qui s'intéresse à la conscience, qui s'intéresse à la relation entre cerveau et conscience, pour comprendre que c'était pas du surnaturel que de dire que la conscience a une dimension de nature fondamentale qu'on pourrait apparenter à une âme et qui est donc a priori immortelle. Ça, c'est une hypothèse qui est aujourd'hui extrêmement renforcée, étayée par des recherches dans plein de disciplines différentes. Et aussi le travail de questionnement et d'enquête auprès de témoins d'expériences de mort imminente, par exemple, mais aussi d'autres types d'expériences. On vit dans un monde où, dès lors qu'on parle de ces sujets, comme Anne peut le faire, les gens qui ne sont pas familiers vont avoir un réflexe spontané de dire oh, c'est des bêtises, j'y crois pas. Sous-entendu, ils doivent se tromper, ils doivent être des charlatans, ils doivent être abusés par leurs croyances, etc., etc. Et moi, j'ai été habitué à questionner des témoins de sujets. Le travail que j'ai fait sur le trafic de drogue en Afghanistan m'a fait côtoyer beaucoup de témoins que j'interroge pour croiser les informations. Et c'est exactement les mêmes méthodes que j'ai employées pour rencontrer des gens, des médiums par exemple, mais aussi des expérienceurs de mort imminente ou autres. Et une des premières surprises, c'est de me rendre compte du discernement dont font preuve ces gens. Les gens qui vivent des choses un peu hors normes sont, dans leur immense majorité, des gens qui sont dans le questionnement, qui sont dans la surprise et qui sont surtout très conscients du fait que dans notre monde, ce qu'ils vivent n'est pas censé être possible. Et pourtant, ils l'ont vécu. Donc, ce long cheminement de nourrir mon mental pour acquérir de l'information qui légitime l'interrogation sur une question de la vie après la mort a été vraiment importante. Et je pense que quand on est frappé par un deuil ou quand la question de la mort vient tout d'un coup faire irruption dans votre vie, de commencer à lire des livres de médecins, de chercheurs sur les expériences de mort imminente, sur ces thématiques-là, peut ouvrir des champs de réflexion plus larges et plus vastes que ce qu'on aurait imaginé. Et dans un second temps, là vient un autre travail qui, pour moi, a été notamment aidé par ma découverte du chamanisme et les voyages nombreux que j'ai pu faire en Amazonie pour vivre moi-même des expériences chamaniques qui m'ont permis,
moi-même cette fois-ci de naviguer dans ces autres dimensions, de pas devenir médium comme Anne, ça j'en suis incapable et je serai toujours incapable, je le pense, mais de commencer à avoir des ressentis subtils qui, du fait de leur définition d'être subtil, sont pas des expériences sur lesquelles on peut être certain que c'est réel ou certain que c'est faux. Il faut qu'on entre dans une forme de subjectivité. Il faut ce que Anne disait tout à l'heure, commencer à apprendre un petit peu comment se manifestent ces synchronicités, cette intuition, ce monde subtil à l'intérieur de nous. Et ça demande du temps. Ça demande de ne pas vouloir avoir un résultat tout de suite dès la première expérience que l'on tente. Ça demande de se familiariser déjà avec soi-même pour comprendre qui l'on est, pour comprendre comment fonctionne notre imaginaire, pour comprendre quels sont les désirs inconscients qu'on a qui pourraient faire surgir des visions imaginaires ou au contraire nous confronter à d'autres dimensions de cette réalité. C'est un long processus. On vit dans une société où on voudrait que tout se fasse très très vite. On voudrait, dès qu'on a vécu un deuil, on voudrait que notre défunt nous apparaisse tous les week-ends. On voudrait que à chaque consultation avec un médium, ça soit l'apothéose systématique. Or, ce monde de l'au-delà, ce monde d'une dimension spirituelle qui, pour moi aujourd'hui, de façon très rationnelle, est une vraie réalité, est un monde qui est tellement au-delà de la réalité conventionnelle dans laquelle on vit, qu'elle demande une familiarisation qui prend vraiment, vraiment du temps. Et j'ajouterais, pour compléter ce qu'a dit Anne par rapport aux signes, on a un cerveau qui est une machine à écraser ces autres dimensions. Le cerveau n'est pas ce qui fabrique notre conscience. Le cerveau est un outil adaptatif qui nous permet de fonctionner en tant qu'être humain dans un monde matériel et de temporalité qui est l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le processus de développement de ce cerveau conduit à ce que, assez rapidement, dès l'âge de 8-9 ans, il a construit une représentation de la réalité qui écrase toutes les autres auxquelles il n'a jamais appris à avoir accès. Et donc, on voudrait avoir des signes, on voudrait que ce monde spirituel soit visible, mais à quel moment de la journée et à quel moment de nos vies on consacre un peu de temps à ça? C'est comme si on se disait, je veux apprendre le chinois et je veux que samedi prochain, à 20h, je sache parler chinois couramment. C'est pas possible, ça nous paraît une évidence. Et le parallèle est identique dès lors qu'on veut s'ouvrir à notre intuition ou à une plus grande sensibilité peut-être à ces autres mondes. Il faut travailler. Moi qui suis un gros bourrin mental, la technique la plus efficace que j'ai trouvée et qui est durable et qui est pérenne, c'est notamment la méditation. La méditation, c'est un exercice que je fais quotidiennement. Parfois, c'est 15 minutes, parfois, c'est un peu plus long, mais ce qui est important, c'est de la quotidienneté. Et ça, les études en neurosciences nous montrent que ça aide le cerveau à se désengager de ses ruminations absolument permanentes, qui créent un espèce de bruit mental qui fait un filtre entre ces mondes invisibles et le monde dans lequel nous vivons. Et la méditation ne permet pas de devenir médium en 15 jours, sinon ça se saurait, et sinon je le serais devenu, ce qui n'est pas le cas, mais elle permet d'acquérir une confiance un peu plus grande dans ses sensibilités, dans ses intuitions, dans ses synchronicités. Elle permet aussi l'occurrence de synchronicités qui parfois sont assez extraordinaires. Et sur la durée, au bout de quelques mois, on peut avoir une sorte de perméabilité plus manifeste à ces autres dimensions. Ça reste subtil, ça reste fragile, ça reste à cultiver, mais c'est une réalité. Merci Stéphane. Donc tu l'as bien dit, Anne aussi, forcément l'invisible interroge à un moment donné la raison. Comme tu disais, notre cerveau nous fait parfois comprendre qu'on devient peut-être fou. Et tu nous as donné des clés justement pour Anne aussi, pour commencer à réfléchir un petit peu différemment. Ça nous amène à notre deuxième partie où là on va rentrer clairement un petit peu plus dans le vif du sujet de ces manifestations. Donc expérience de mort imminente, perception extrasensorielle, quand l'invisible interroge la raison. Stéphane, tu as pas mal travaillé sur les EMI, expérience de mort imminente, et les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Est-ce que déjà tu peux nous redéfinir un peu ce que sont les VSCD? Et puis, en fait, ma question, c'est comment on est sûr finalement que c'est un défunt qui nous parle et que c'est pas un coup de vent dans la pièce avec une fenêtre mal fermée, quoi. La grande question. Ouais. VSCD, ça veut dire vécu subjectif de contact avec un défunt. C'est un terme que l'on a forgé à l'INRES il y a une quinzaine d'années quand on a publié un manuel clinique pour présenter ces différents types d'expériences. Et ça désigne en fait une expérience extrêmement commune,
les études montrent qu'un peu plus de 50% des gens qui traversent un deuil ont une expérience de cette nature. Ça peut être un contact très subtil d'une sensation de présence, d'une sensation tactile sur l'épaule, sur la joue, après un décès. Ça peut être des signes extérieurs plus manifestes jusqu'à l'apparition du défunt, soit dans son corps en intégralité, soit partiellement dans notre environnement pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Dans mon dernier livre, La mort n'existe pas, je raconte une expérience qui avait été vécue par des cousines qui m'ont raconté ça alors que je les voyais absolument pas pour ça. Elles ont vu leur maman, quelques heures après sa mort, danser le Charleston dans la cuisine. Voilà ce type d'expérience, ça peut aller jusque-là. Et j'ai oublié le début de ta question. Que tu nous expliques ce qu'étaient les VSCD et nous expliquer et comment être sûr que voilà, c'est pas juste une hallucination ou voilà. J'ai pas de recette magique, mais je pense que Anne l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand on vit une expérience comme ça qui est un ressenti subtil. Moi, je me rappelle d'une remarque que m'avait fait un de tes confrères, Anne, qui s'appelle Pierre Jonas, qui est médium également. Il m'avait dit au moment où tu vis l'expérience, à la seconde où tu vis l'expérience, à la seconde où tu as cette sensation tactile, à la seconde où tu vois cette vision, où tu as cette pensée, c'est juste. Une seconde après, ton mental se met à réfléchir, à penser, et c'est là que viennent des doutes, des questions. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment pas ça? Etc. Je pense que dans l'instant de l'expérience, on a ce ressenti. Si on se connaît un petit peu, si on a une vie à peu près équilibrée et qu'on sait qui on est et qu'on sait qu'on n'est pas propice à plein de délires, on sait qu'il y a un ressenti qui t'instruit là-dessus. Mais cette question, elle reste... moi, je me rappelle de mon père que j'ai emmené à Kaboul quelques semaines après la mort de mon frère. Et dans le jardin de Kaboul, dans notre maison, à un moment, il voit un oiseau se promener, un oiseau un peu curieux avec des belles couleurs dans le jardin. Et il me regarde et il me dit « Cet oiseau, est-ce que tu penses que c'est Thomas ?» Il n'y a pas de réponse à ça. Je ne peux pas lui dire « Oui, scientifiquement parlant, la physique quantique va te prouver que cet oiseau, c'est Thomas. » Tout ça, c'est du délire. Mais je ne peux pas lui dire non plus que ce n'est pas Thomas. Il n'y a pas de réponse. La seule réponse que j'ai pu lui faire, c'est je lui dis « Qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens que c'est Thomas? Est-ce que tu sens que ton fils est présent ou pas ?» Et à la limite, peu importe la certitude, ce qui compte, c'est quel effet ça te fait. C'est exactement comme une synchronicité. Quand on vit une synchronicité, souvent les gens qui sont à côté de nous, qui ne la vivent pas, disent « Oui, c'est une coïncidence. » Mais pourquoi on appelle ça une synchronicité? Parce qu'il s'est passé quelque chose émotionnellement, sensoriellement, qui distingue cette expérience d'une coïncidence banale ou d'une autre expérience. Donc, il ne faut pas essayer de chercher une réponse scientifisée en convoquant la physique quantique ou je ne sais quoi. Il ne faut pas essayer de chercher une validation chez quelqu'un d'autre. Il faut juste essayer de ressentir qu'est-ce qui s'est passé en nous. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça nous confuse? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Voilà, c'est, je pense, la chose la plus utile quand on vit ce type d'expérience, d'autant plus qu'on est en général dans des situations de deuil, donc des situations où ces choses peuvent être des vraies ressources. Alors, merci Stéphane. Alors Anne, si je peux dire, toi, tu es aussi de l'autre côté, finalement, celui des défunts, puisque… Je suis avec vous ce soir, hein, quand même. Tu es avec nous, mais tu as accès justement aux défunts et tu peux communiquer avec eux et les voir. J'aimerais bien savoir pourquoi au final ils se manifestent à nous et pourquoi ils choisissent telle ou telle façon de se manifester. Par exemple, l'exemple du Charleston dans la cuisine, alors moi ça me donne un peu des frissons clairement comme image, mais voilà, pourquoi ils font tel choix et pourquoi parfois c'est complètement délirant, pourquoi parfois c'est voilà très subtil. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Anne? Alors déjà, je précise que dans mon CV, j'aurais jamais pensé un jour écrire médium. J'étais enseignante et au mieux, mon rêve aurait été d'avoir une chaire à la Sorbonne et ça aurait été génial, ou d'être danseuse au Bolchoï. Mais déjà, je tiens à préciser que personne dans un parcours de vie se dit un jour, alors à moins d'avoir été élevé par les Sœurs Fox aux États-Unis et d'avoir envie de faire tourner les tables, moi je viens d'un univers, mais alors absolument athée, cartésien, voire même Dieu a été complètement banni de chez moi. Donc moi j'ai lu, avant de vous expliquer tout ça, Freud, parce que je pensais que j'allais filer à l'asile. Ma mère avait un livre sur ce, je précise quand même,
sur sa table de chevet que j'ai lu et dévoré, qui s'appelait Les triomphes de la psychanalyse moderne. Et moi, le mot triomphe, je m'étais dit, waouh, s'il y a un triomphe, c'est que ça y est, je vais deviner le mal qui me ronge quand même, parce que aujourd'hui, je comprends tout à fait le sens de de ce live, parce que je tiens à préciser que aujourd'hui, je vous en parle de façon décomplexée, mais enfin, ça n'a pas toujours été le cas, et loin de là. Donc ça, déjà, c'est important de le dire, ça vient percuter, il y a quelque chose qui se passe en effet. Et pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, le cœur va toujours plus vite que la raison et le cerveau en fait. Il y a une rapidité d'installation d'une émotion et du cœur qui sera toujours gagnant par rapport à notre psyché, le décortiquage, l'autopsie que l'on va faire d'une situation. Et pour répondre à la question que tu as posée, parce que décidément tu as pensé qu'on les avale en cours de route, nos défunts nous connaissent par cœur. Quand je dis ils nous connaissent par cœur, c'est pas de ce qu'ils savaient de nous, de notre vivant, c'est de tous nos codes, c'est-à-dire de ce qu'on appelle notre référentiel. Nous avons tous un référentiel et effectivement le langage sémiologique, comme le disait très très bien Stéphane, c'est l'apprentissage d'un nouveau langage. Et en plus, c'est un langage, pour moi, c'est d'ailleurs un langage archaïque au sens universel du terme. Tout le monde peut. Nous avons oublié ce langage-là finalement parce que avant de parler français, espagnol, portugais, nous parlions d'abord avec le cœur et surtout nos ancêtres regardaient le ciel, le contemplaient, ne faisaient rien sans invoquer les dieux et donc ils avaient le mot contempler veut dire ouvrir une petite fenêtre du ciel. On savait déjà naturellement le faire. Les langages, ont un peu écrasé cela. Dans le langage avec les défunts, ils savent exactement quel est notre référentiel. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans notre culture, le 13, imaginons le chiffre 13 pour quelqu'un, va être dans ce côté un peu superstition, etc. Tandis que pour d'autres, c'est un magnifique signe positif parce que lui-même ou elle-même a vécu quelque chose de formidable. J'ai à titre personnel accouché un vendredi 13, je voulais le dire. Non, mais donc j'ai un peu rompu ce côté superstition de l'histoire. Et si moi demain il y a un vendredi 13 sur ma route, je ne penserai pas comme mon voisin qui lui y verrait, voilà, ça y est, la malédiction sur 10 générations. Nos défunts vont utiliser précisément notre référentiel personnel pour nous délivrer leur signature. Et donc, j'imagine qu'avec ses cousines et Charleston, c'était très certainement l'évocation immédiate de la façon qu'elles avaient de voir cette femme, c'est-à-dire dans cette légèreté, dans cette joie, dans cette capacité à danser peut-être. Et donc, nos défunts vont utiliser cette signature qui est unique entre vous et eux. Si je tente à dire toujours que tel les défunts étaient, tel ils restent, avec leur sarcasme, leur ironie ou leur timidité. Très souvent dans les médiumnités publiques, que je donne beaucoup pour essayer d'ouvrir les gens à cet univers et surtout un peu me mettre entre guillemets à l'épreuve, j'essaye de leur dire que si leurs défunts détestaient s'exprimer en public, détestaient parler d'eux, ça sera la même chose aussi de l'autre côté quant à la manifestation des signes. Toutefois, ils vont utiliser précisément notre référentiel collectif. Et si je sais pas, vous démarrez votre voiture et puis hop là, l'autoradio se déclenche en même temps que le moteur et hop, vous avez une chanson qui était une chanson, j'ai envie de dire, souvenir ou une chanson très forte de sens et de signification. Votre défunt le sait et va utiliser ce signe précisément pour que vous puissiez, je suis tout à fait d'accord, de façon subjective et absolument improuvable, créer ce moment, je dirais, de grâce où vous vous dites, c'est lui. Ou c'est elle. Voilà, il y a ce moment précis qui n'appartient à personne d'autre qu'au défunt et à vous. Et j'utilise toujours la même métaphore. Comment prouver la foi ? La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve, elle se vit. On peut aller, comme le ferait Stéphane, dans un monastère, dans un couvent, dans un temple, aller voir tous les priants et les obédients. Mais il pourrait transmettre une joie, une grâce, de la piété, mais en aucun cas, vous ne partiriez avec votre petit package de « ça y est, j'ai la foi, c'est sûr ». Non, vous pourriez au mieux vous en inspirer, mais vous ne pourriez pas le vivre de l'intérieur parce qu'encore une fois, un signe,
c'est une connexion intime, intimiste et inénarrable. Parce qu'il y a quelque chose aussi de très frustrant dans un signe, quand bien même vous le racontez à vos proches, parce qu'en plus, quand on vit en signe, on a envie de secouer les épaules de tout le monde et de dire « mais tu te rends compte de ce que j'ai vécu ?» Et alors, quand vous l'expliquez, à moins de s'appeler Eric Emmanuel Schmitt et d'avoir un talent littéraire voilà, génialissime, et ben ça tombe à plat en fait. C'est-à-dire que vous ne retranscrirez jamais l'intensité, la vibration, l'énergie du signe que vous avez vécu à instant T. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne concerne que vous et votre défunt. Merci beaucoup Anne et Stéphane. Alors on le comprend hein, en vous écoutant ce soir, il faut clairement se retrousser les manches et apprendre un peu plus à ouvrir notre esprit, à développer notre intuition, à ouvrir notre esprit un peu plus de spiritualité. Sans ça, difficile justement de percevoir des signes, de vivre pas mal de choses. Stéphane, on avait prévu donc dans cette partie de se parler des expériences de mort imminente. Je sais que c'est un sujet dont on parle énormément. Il y a clairement tout et n'importe quoi sur le net, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Toi, tu as clairement bossé comme un journaliste, recueilli beaucoup de témoignages. Qu'est-ce que tu peux nous dire clairement là-dessus? Parce que je sais que ça déchaîne les passions, clairement, les expériences de mort imminente quand on en parle. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous donnes bien clairement ton avis sur la question. Et si c'est vraiment possible, au fond. Et qu'est-ce que ça veut dire de la mort, quoi? C'est une expérience psychospirituelle qui se produit, comme on en entend parler beaucoup, dans des situations proches de la mort, mais elles se produisent aussi dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la mort. En méditation ou devant un paysage, des gens peuvent rapporter une expérience de cet ordre. Moi, je me suis intéressé plus spécifiquement aux expériences de mort imminente qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque. C'est d'ailleurs l'objet de plusieurs chapitres dans mon dernier livre, parce que je voulais vraiment plonger sur cette question et me débarrasser de cette hypothèse qui est servie de façon récurrente dans les médias grand public qui te disent « oui, c'est bien joli cette expérience, mais en fait, ça doit être un truc dans le cerveau qu'on n'a pas encore détecté ». Sous-entendu, voilà, rien d'autre ne peut exister que ce qui est fabriqué par le cerveau. Donc, il faut forcément, même si le cerveau est pratiquement à l'arrêt, trouver une raison de ces expériences dans le cerveau. Donc, en m'intéressant à ces expériences, il y a des centaines de cas pour lesquels on a une documentation extrêmement fournie, avec non seulement le témoignage de la personne, mais aussi des équipes soignantes impliquées, par exemple, dans une réanimation, dans une opération. Et on a les données aussi physiologiques de la personne. On sait qu'une personne a traversé un épisode d'arrêt cardiaque ou de défibrillation ventriculaire. Une défibrillation, c'est un moment où le cœur commence à dysfonctionner. Soit il accélère très vite, soit il s'arrête. Et ça fait baisser sensiblement la pression sanguine, notamment dans le cerveau. Et ça ne stoppe pas définitivement l'oxygénation du cerveau, mais ça baisse à une oxygénation à 30 ou 40%. Donc, selon tous les modèles de neurosciences aujourd'hui, une oxygénation à 30% de notre cerveau ne permet pas d'expérience consciente. Le cerveau est juste en stand-by. Et ça, à plus forte raison encore, quand les gens sont en arrêt cardiaque, où là, malgré des tentatives de réanimation, on a une pression de cerveau proche de zéro, donc zéro activité électrique, zéro oxygénation. Et dans ce cas-là, on sait ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau, il cesse de fonctionner entre 10 et 20 secondes après le début de l'arrêt cardiaque, et les cellules ne meurent pas, sinon ça serait une mort cérébrale et là, il n'y a pas de retour possible. La personne ne revient pas, on est dans un état de mort clinique. Un état de mort clinique peut durer en général 5-6 minutes, voire beaucoup plus si la personne est en hypothermie, il n'y a pas de dégradation des cellules. Et dans ce moment de mort clinique, les cellules ne sont pas mortes, mais elles ne fonctionnent pas, elles sont en pause. Elles utilisent le peu d'énergie qu'elles ont réussi à conserver pour maintenir leur intégrité, pour ne pas exploser et se détruire. Et elles ne fabriquent pas d'expérience consciente. Et pendant ces moments-là, des millions de témoins, parce qu'aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, il y a quand même énormément de gens qui ont vécu cette expérience de mort imminente. Les études montrent que 20% des gens qui ont un arrêt cardiaque vivent une expérience de mort imminente, donc ça fait beaucoup de monde. Des gens racontent une expérience, non pas de conscience, mais une expérience d'hyperconscience. Des sensations d'être sorti de son corps, de voir la scène depuis le dessus, d'entrer dans des scènes spirituelles, de la lumière. Enfin, il y a des scénarios avec certaines constances qui sont extrêmement intrigantes. Mais pour moi, l'élément
décisif qui balaye l'hypothèse que cette expérience soit due malgré tout quand même à un petit truc dans le cerveau qu'on n'a pas encore détecté, c'est notamment tout le volet des perceptions extrasensorielles que vivent les témoins. C'est-à-dire ces témoins qui, dans un bloc opératoire, par exemple, se réveillent à l'extérieur de leur corps, voient la scène depuis le dessus et vont aller voir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Ça, que ton cerveau fonctionne bien, moyennement bien ou pas du tout, tu ne peux pas voir l'extérieur. Là, moi, je suis bloqué dans mon corps, je suis bloqué dans mon cerveau et je suis incapable de te dire ce qui se passe dans l'appartement d'à côté. Pourtant, c'est ce qui arrive à des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui ont vécu cette part autoscopique où ils sont sortis de leur corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces expériences de mort imminente, et notamment cette partie où les gens sortent de leur corps et peuvent décrire des choses qui se sont passées parfois à très grande distance et qu'on peut vérifier, ça c'est un travail de journaliste que j'ai pu faire, ça match avec d'autres types de phénomènes qui sont notamment les perceptions extrasensorielles de ce qu'on appelle de vision à distance, qui a été notamment employé par les services de renseignement américains, qui consiste en fait à faire une sorte de... Alors, est-ce que c'est une sortie véritable du corps ou est-ce que c'est une sortie de la conscience du corps? Là, les mots enferment un petit peu trop l'expérience, mais le fait est qu'une capacité de perception se projette à l'extérieur de l'enveloppe physique de la personne pour aller voir soit dans une pièce à l'autre bout de la ville, soit carrément dans un autre pays. En l'occurrence, pendant la guerre froide, les Américains ont utilisé des espions psychiques pour faire des centaines de missions d'espionnage comme ça, où ils envoyaient psychiquement les espions aller regarder ce qui se passait dans une base au fin fond de l'Union soviétique. Et ça marche tellement bien que tous les ans, il y avait une évaluation qui était soumise au Congrès américain pour renouveler le financement de cette mission, qui s'appelait une mission Stargate, enfin le programme Stargate. Et tous les ans, les résultats statistiques étaient tellement probants qu'on renouvelait le financement. Donc voilà quelque chose qui marche. Comment se fait-il, même avec un cerveau qui fonctionne à 100%, qu'une personne puisse être dans une pièce dans le Maryland, au fin fond des États-Unis, capable de percevoir et de décrire précisément ce qui est en train de se passer dans une base militaire secrète en Union soviétique ou ailleurs? Ça veut dire, comme exactement les expériences de mort imminente le montrent, ou les VSCD ou autres, ça veut dire que notre conscience, dans certains moments, dans certains états, dans certaines circonstances où le cerveau est moins actif, va être capable de s'expanser et d'être sans limite d'une certaine manière, d'être absolument sans aucune limite, ni spatiale, ni temporelle. Donc les expériences de mort imminente, en fait, c'est la porte, parce qu'elles se produisent par presque millions aujourd'hui, et elles se produisent dans des cadres hospitaliers où les médecins peuvent en être témoins, elles sont étudiées depuis plus de 50 ans. C'est vraiment la porte d'entrée. On parlait tout à l'heure de comment entrer un petit peu dans cet univers de l'invisible. Les expériences de mort imminente et les livres qui ont été écrits par des médecins, notamment sur ces sujets-là, permettent vraiment d'entrer dans le mystère et d'entrer dans cette réalité d'une conscience non locale, pour reprendre le terme d'un des plus éminents chercheurs hollandais sur la question, Pim van Lommel. Lui, il parle d'une conscience non locale pour décrire cette dimension de notre conscience qui, dans une expérience de mort imminente quand le cerveau ne marche plus, ou alors dans un laboratoire du programme Stargate américain quand le cerveau est altéré par différentes techniques, permettent de retrouver sa vraie nature, en fait. Notre conscience fondamentale, c'est l'âme, d'une certaine manière, même si l'âme est connotée par des terminologies religieuses, c'est cette dimension de nous qui existe avant notre naissance, qui continue à vivre après notre mort, qui porte notre mémoire, notre empreinte, et beaucoup plus, et qui est la véritable nature profonde de notre être. Donc les expériences de mort imminente, c'est bien plus que le début de la mort, c'est possiblement ce qui se passe au début de la mort, mais c'est bien plus que ça, c'est aussi une porte d'entrée très rationnelle, très concrète, qui peut faire l'objet d'études scientifiques, qui permet justement d'entrer dans ce sujet-là. Et quand vous voyez dans des journaux, à la télévision ou autre, que oui, finalement, on a trouvé, il y a régulièrement des couvertures de magazines qui vous disent tous les 6 mois, oh, ça y est, on a trouvé l'explication des expériences de mort imminente parce que on a mesuré l'activité du cerveau d'une personne en train de mourir dans un hôpital à Berlin et on a vu qu'il y avait une explosion des neurones 5 minutes après sa mort. Ça y est, du fait qu'il y a une explosion d'activité électrique, on associe ça aux expériences de mort imminente en faisant complètement l'impasse sur tout le volet, notamment des perceptions extrasensorielles avérées, qui, elles, ne s'expliquent absolument pas par une activité cérébrale. Et enfin, voilà, je pourrais en parler des heures.
On pourra en parler des heures. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage. Alors bien sûr, tout ce qu'on se dit là depuis le début de cette conférence, on l'a beaucoup dit, ça a pour objectif de commencer à nous apprendre à développer notre intuition. Alors ça nous sert l'intuition pour peut-être accueillir des signes, des manifestations de nos défunts, mais ça nous sert aussi au quotidien pour prendre des bonnes décisions, peut-être pour suivre un chemin qui nous est personnel. Donc on va s'en parler là maintenant. Dis donc, vous êtes vachement beau sur cette photo. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, franchement, on dirait une affiche de film. Ah ouais, vous êtes exactement une comédie américaine. Ouais. Un peu pixelisé, mais on est beau quand même. Ah, vous êtes impeccable, ouais. Donc voilà, on va se parler de l'intuition avec Anne et Stéphane. Anne, clairement, toi, tu reçois beaucoup de personnes dans ton cabinet chaque jour. Et parfois, les consultations vont bien au-delà de parler avec un défunt, etc. Très souvent, forcément, tu comprends pourquoi les gens viennent à toi, pourquoi ils ont ce besoin justement de discuter avec leurs proches disparus. À quel moment tu leur conseilles d'être plus intuitif, de s'écouter, de se faire confiance? Comment ça fonctionne et c'est quoi les bénéfices de cet exercice au final? Alors, déjà, on est un petit peu perdu comme ça. Déjà, pour rebondir aussi sur, on a parlé des VSCD et des EMI. Pour moi, la qualité d'une expérience médiumnique est un peu différente de l'attente de mes consultants. Je m'explique. Pour moi, parce que finalement, depuis 15 ans, je reçois des gens à mon cabinet tous les jours. Donc finalement, presque comme une scientifique, j'aime bien un peu provoquer en disant cela, j'expérimente de façon empirique tous les jours des contacts avec tes défunts. C'est-à-dire que finalement, moi aussi, j'expérimente à travers différentes expériences de gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, dont je n'ai pas connu les défunts, cette expérience-là. Et ce qui est intéressant pour moi en tant que médium est de recueillir des informations que ni moi ni mon consultant ne possédons. Et la beauté pour moi, au-delà évidemment d'accompagner les gens dans le deuil, leur donner des réponses prégnantes aux questions qu'ils se posent, pour moi, le merveilleux, entre guillemets, ou en tout cas la preuve, si tant est que ça en soit une, c'est de donner à mon consultant une information qu'il va devoir aller corroborer ou infirmer auprès de sa famille, ou quand un défunt se manifeste et que ce dernier n'était pas attendu. Pour diverses raisons d'ailleurs, pas attendu parce que sur un plan affectif, pas mis au sommet de l'attention qu'on lui porte, ou parce que, et c'est là où j'en viens à l'intuition qu'on va développer, parce que lui-même, en tant qu'ami, en tant que lignée du transgénérationnel, a vécu la même chose que la personne qui est en face de moi, ou a un lien prégnant avec le message qu'il veut donner. Et pour moi, ça, je trouve ça beaucoup plus percutant parce que là, on est aussi dans l'expérimentation, c'est-à-dire que ça n'est pas une information que je détiens dans mon cerveau et ça n'est pas l'attente subjective et psychologique de mon consultant. Et quand des manifestations comme ça se déclenchent, ça génère aussi chez mon consultant une réflexion dans laquelle il se dit, mais finalement, c'est pas juste je passe commande auprès de mon défunt pour qu'il vienne me dire ce que j'ai envie d'entendre ou ce que je n'ai pas envie d'entendre, mais tiens, il y a un spectre beaucoup plus large, et je prends le mot spectre dans tous les sens, il y a un spectre beaucoup plus large d'autres messagers qui sont là pour me donner des informations auxquelles je n'ai pas pensé. Et j'en viens parce que c'est là où leur sens intuitif commence à se mettre en éveil. J'attendais quelque chose de cette séance et on sait comment ça se passe. Je sais comment ça se passe, c'est-à-dire que je dis aux gens, enregistrez la séance, prenez des notes, préparez votre rendez-vous. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Quelles sont les questions précises que vous souhaitez poser après le contact établi? Soyez malgré tout dans la préparation de votre rendez-vous parce que ça veut dire que vous y êtes déjà vous êtes déjà impliqué là-dedans. Mais quand des messages spontanés arrivent et on sait très bien, ah mais oui, mais là il y a cet oncle qui vient et puis en fait après tout je m'en fous parce que moi je voulais parler à ma mère décédée et c'est ce qui m'intéresse, et je leur dis mais écoutons ce message parce que finalement il va peut-être être même plus intéressant dans le sens qu'il va avoir pour vous aujourd'hui ou dans le message qui va être donné. Et donc, on ouvre des portes plus grandes. Et souvent,
les gens réécoutent la séance quelques semaines après, quelques mois après et me recontactent. Certains font amende honorable en me disant écoutez, je vous ai sans cesse coupé la parole. L'information sur papy machin, j'en avais rien à faire parce qu'en fait, je ne voulais parler qu'à mon père. Mais maintenant que mes émotions sont un peu passées, que mon deuil est un peu plus fait, je me rends compte que l'information fondamentale, c'est le carrefour de ma vie pour un nouveau travail ou les secrets de famille auxquels je n'avais pas eu accès. Et c'est ça, en fait. Si une séance peut déclencher une prise de conscience bien plus grande que nos simples attentes, et je mets simple, évidemment, entre guillemets, eh bien, déjà, on a mis un pas dans vivre davantage en conscience les choses. C'est-à-dire, pourquoi tel deuil se produit, qu'est-ce que je n'ai pas compris et puisque c'est la définition même de la résilience, qu'est-ce que ça va me permettre de vivre ensuite comme un espèce de tremplin parfois consolateur, parfois détonnant de décisions que je vais prendre ensuite dans ma vie et que je n'aurais jamais prises si je n'avais pas vécu cette épreuve. Donc, il y a une mise en perspective de la vie et du sens de cette dernière. Et ça pour moi, c'est l'aboutissement d'une séance médiumnique. Il y a d'abord, évidemment, l'apaisement immédiat et la connexion, la preuve identificatoire que oui, c'est bien mon défunt. Mais si on arrive à avancer dans la séance, c'est le sens global que ça va revêtir et du coup, en effet, comme tu le disais très bien Leslie, la mise ensuite, l'attention qu'on va davantage porter dans notre quotidien aux signes, mais aussi aux petits indices mis sur notre route pour qu'on soit davantage ouvert aux choses. Merci beaucoup Anne. Toi Stéphane, quelle part tu accordes à l'intuition dans ton quotidien, pour tes projets, pour toutes les choses de la vie au final? Maintenant, elle a une part importante, mais il m'a fallu du temps avant de parvenir à l'entendre et à comprendre et à la dissocier surtout de tout le brouhaha mental fait de mes peurs, de mes désirs, de mes attentes inconscientes, etc. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment le langage de l'âme. Notre âme, elle est enfermée au cœur de nous-mêmes, elle est écrasée par notre activité cérébrale, et notre activité cérébrale, c'est ce qui sous-tend et c'est ce qui porte nos ruminations, nos espérances, nos attentes, nos désirs, c'est ce qui manifeste tout ce qu'on porte dans notre inconscient. Et tout ce brouhaha permanent crée un bruit de fond total, permanent, qui empêche d'une certaine manière les élans intuitifs de notre âme de pouvoir s'exprimer. Alors ça arrive par moments quand tout d'un coup notre attention est distraite par quelque chose, ça arrive dans des rêves, ça arrive dans des états où notre cerveau va être dans une dysfonction temporaire, le moment de l'endormissement, un moment de méditation, un moment de rêverie, un moment où tout d'un coup on a un peu la tête en l'air, c'est toujours accidentel. C'est ce que disait Anne au tout début de notre entretien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attendre, qu'on ne peut pas, on ne peut pas attendre d'avoir une intuition, mais il faut quand même laisser une sorte d'observation intérieure pour pouvoir capter quand elle se manifeste. Donc moi, aujourd'hui, mon cheminement est passé par plusieurs étapes. La première, comme je le disais, ça a été de comprendre intellectuellement, mentalement, rationnellement, scientifiquement que l'âme est une réalité. Dans un deuxième temps, à travers le chamanisme et l'exploration en état modifié de conscience, c'est la familiarisation avec les différentes étapes de mon inconscient. J'ai guéri notamment des blessures émotionnelles importantes, celle de la mort de mon frère et d'autres, qui m'ont permis de faire disparaître des fantômes intérieurs, qui sont des parts de mon inconscient qui avaient tendance peut-être à prendre les commandes. Et quand je dis prendre les commandes, ça veut dire qu'il y a en nous, parfois, une sorte d'individu autonome et mécanique qui va prendre la place de notre volonté, de nos désirs, et ça peut être subtil, ça peut être parfois extrêmement envahissant, et ces fantômes intérieurs vont d'une certaine manière museler également notre intuition. Donc une des premières étapes et une des étapes les plus importantes, c'est déjà de prendre soin de soi, non pas de façon égoïste en disant je pense qu'à moi, mais en prenant soin de soi, en prenant soin de ces blessures, qu'elles soient grosses, petites ou bénignes, elles vont avoir une façon de colorer notre regard sur le monde et de nous empêcher de voir d'autres dimensions de ce monde-là. Donc en prenant soin de ça, on se libère de certaines
de certaines croyances, on se libère de certains fantômes, on acquiert une meilleure connaissance justement de nos modes de fonctionnement inconscient, et on peut arriver, c'est ce à quoi j'arrive moi depuis quelques années, à vraiment ressentir comment une intuition se manifeste et de la dissocier de ce qui pourrait être voilà, un désir ou une attente. Je prends un exemple. J'ai fait une expédition il y a quelques mois de ça au Tibet avec mon frère Simon. On est allé dire au revoir à notre frère Thomas, tous les deux. Ce coin du Tibet était un endroit très important pour lui. Et sauf que le Tibet est aujourd'hui une terre compliquée d'accès, il faut des permis spéciaux. En plus de ça, on allait en très haute altitude. Donc j'avais beaucoup d'appréhension, à la fois sur le fait que j'allais pouvoir physiquement tenir le coup. J'avais beaucoup d'appréhension quand on était encore au Népal, de savoir si on allait avoir toutes les autorisations nécessaires. Donc ça crée un vrai moment de tension. Je suis allé méditer dans un petit temple bouddhiste de Katmandou. Et pendant la méditation, j'ai eu une expérience qui est devenue un peu familière aujourd'hui, où je me suis connecté à des forces intérieures que je connais, que j'ai identifiées. Et à travers cette expérience-là, j'ai eu l'impression de survoler l'ensemble du voyage que l'on allait faire. C'est comme si je survolais le futur. C'était à la fois un survol géographique et temporel des semaines que l'on allait passer au Tibet, et j'ai eu la sensation que tout était harmonieux. À la fois physiquement, à la fois administrativement, tout était harmonieux. Et je suis ressorti de cette méditation qui a duré 20 minutes en ayant au fond de moi une forme de réassurance, parce que cette intuition, qui en était une forte, m'a dit « tout va bien se passer ». Alors, je n'ai pas fait le fanfaron parce que je reste toujours dans le doute. Donc, je ne suis pas allé dire à mon frère et aux amis qui nous accompagnaient que voilà, vous inquiétez pas, j'ai eu l'intuition magique que tout va bien se passer. Je l'ai gardé pour moi, je l'aurais dit à la fin du voyage. Donc, l'intuition, voilà, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement fragile, d'extrêmement difficile à identifier. Mais j'en reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, c'est dans notre société où on veut que tout aille vite, prenons le temps de travailler sur qui nous sommes, de partir à la découverte de qui l'on est. Prenons le temps de nous engager dans quelque chose qui nous aide justement à apaiser ce mental permanent. Moi, ça a été la méditation, c'est quelque chose que je recommande parce que c'est vraiment extrêmement simple, ça coûte rien du tout, il n'y a pas besoin de qui que ce soit pour s'y mettre, c'est légal. Voilà, mais il y a 1000 autres outils qui permettent de mettre un peu en sommeil notre activité cérébrale pour apprendre à laisser de l'espace en fait. Souvent aussi, j'entends parfois en conférence, et Anne, tu as dû l'entendre aussi, les gens demandent un signe, les gens demandent à être intuitifs, etc. Et je leur demande en retour, mais quand dans la journée, vous ne faites rien? Quand, entre le matin, le réveil et le coucher, vous êtes vraiment dans un moment de disponibilité? Bah jamais, en fait. Jamais. Même aux toilettes, maintenant, on y va avec notre téléphone et on scrolle sur nos réseaux sociaux. Donc, à quel moment notre cerveau va être en capacité d'accueillir quelque chose de fragile, de subtil, alors qu'il est en permanence nourri de réflexions, d'images, etc. La méditation, ça permet déjà 15 minutes par jour, par exemple, de faire un break et de dire à son cerveau et à son mental, voilà, tous les jours, de telle heure à telle heure, je suis disponible, je suis là. Ça ne veut pas dire que tous les jours, on va avoir des grandes révélations ou des grandes visions ou des défunts qui vont venir nous faire coucou, mais tous les jours, on crée cette habituation, cette habitude plutôt, de rendre notre cerveau et notre espace, un petit espace disponible. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos participants ce soir, peut-être pour leur donner envie de rejoindre votre programme commun? Tu y vas, Anne ou... J'étais sûre. J'y vais. Allez, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Écoutez, si vous faites le plaisir déjà d'être là, très très nombreux, c'est que voilà, ces sujets ne vous laissent pas indifférents. Et je vous remercie déjà d'être là et d'être présent et de vous intéresser à ces questions qui, d'ordinaire, ne sont abordées qu'au dernier moment, quand il est souvent trop tard. Je le vois trop souvent. Je vois vraiment ça comme un gâchis de passer sa vie dans une espèce d'évitement de tout ce qui va être une épreuve, de tout ce qui va être difficile, alors que c'est tellement bénéfique de se retourner, de regarder ce qui nous fait peur en face, d'aller comprendre pourquoi ça nous agite au plus profond de nous-mêmes, que ce soit des épreuves ou que ce soit la mort, et que on en tire un bénéfice extraordinaire et de l'apaisement.
Je l'ai vu chez moi, je l'ai vu chez mes proches, je le vois chez beaucoup de gens. Regarder ses peurs en face, regarder la mort en face, n'est pas morbide, n'est pas délétère, au contraire peut être extrêmement apaisant. Donc, si ça peut vous inciter à suivre l'aventure en découvrant ces masterclass ou en lisant des livres, en continuant à vous intéresser à ces questions, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, continuez. Dans la même ligne que Stéphane, je voulais dire aussi que ce langage sémiologique est un cadeau au quotidien et il est fondamental tant à la fois pour rester en connexion avec ceux qui nous sont chers, pour que nous puissions enfin comprendre que seul le lien physique s'arrête, seul effectivement nous allons devoir gérer l'absence et le manque, mais il y a tout un autre langage et toute une autre forme de communication qui peut réellement s'établir. Et je sais que ça peut paraître un peu désuet ce que je vais dire, mais nous ne sommes jamais seuls, jamais en fait. Et il est important de plonger dans le cœur de nos épreuves, à la fois pour en tirer, j'allais dire la substantifique moelle, mais aussi dans nos moments, vous savez, dans les moments où on doit déposer à nos pieds tout, en fait, on est démunis, on n'a plus de repères, on n'a plus rien, et ben c'est exactement le bon moment pour commencer à regarder ce que l'on ne regarde jamais d'habitude, c'est-à-dire autour de nous. Je parle très souvent des anciens, c'est-à-dire l'Antiquité grecque, romaine, qui avaient par nature et par réflexe même cette capacité à regarder autour de soi parce qu'ils savaient que c'était déjà très fécond en termes de signes, d'indications et de révélateurs du monde et de nous-mêmes. Accéder, comme le dit Stéphane, à des lectures, à cette masterclass, à des vidéos et que sais-je, c'est ne pas se priver d'un langage qui pour moi est accessible à tous, parce qu'encore une fois, il n'est pas question d'élite qui saurait mieux interpréter que les autres les signes, c'est simplement un langage intimiste à la portée de tous, mais qu'on a simplement oublié parce que notre société moderne nous a fait nous en éloigner et parler un autre langage qui est un langage plus formaté. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, ça ne s'achète pas, ça se retrouve. Voilà. Merci beaucoup Anne et Stéphane pour cette magnifique conférence que vous avez offerte à nos participants. Je vous rappelle donc, je vais vous montrer dans un instant une bande-annonce et une leçon qui font partie de ce programme. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le programme de Stéphane et d'Anne dès ce soir sur notre site Mentor Show. Vous avez toutes les informations en cliquant sur l'onglet offre. Et là, vous allez être guidé pas à pas. N'hésitez pas à demander aussi à notre équipe pendant le visionnage des vidéos. C'est à moi de vous remercier tous les deux, Stéphane et Anne, d'avoir été si généreux en conseils, en outils, en éclairage. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, de très beaux projets à venir et bien sûr, j'en suis sûre, une grande réussite pour ce programme commun que vous avez monté tous les deux. Je vous diffuse tout de suite la bande-annonce et la leçon. Et merci et bonne soirée. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. Dans cette leçon, je vais vous parler des expériences de mort imminente. Vous savez, ces gens, ces hommes, ces femmes qui, dans un accident de voiture ou sur une table d'opération, disent être sortis de leur corps, avoir vu la lumière, avoir vu des proches décédés. Ce qui m'a intéressé dans cette expérience, c'est que elle est connue depuis presque 50 ans maintenant. Il y a des milliers, des centaines de milliers de témoignages qui ont été recueillis par des médecins, par des chercheurs. Et puis c'est peut-être ce qui aurait pu arriver à mon frère. Si Thomas avait été ranimé sur le lieu de l'accident, est-ce qu'il m'aurait raconté ça? Est-ce qu'il m'aurait raconté je suis sorti de mon corps, je t'ai vu du dessus, il s'est passé ci, il s'est passé ça? Quand j'ai commencé à entendre parler des expériences de mort imminente, je me suis posé la question de savoir si c'était pas une forme d'hallucination, une forme d'expérience inventée, de rêve que l'on vivrait à un moment où on est effectivement en train de mourir, où on croit qu'on va mourir. Une sorte d'expérience psychologique qui serait déclenchée par notre crainte de la mort. Mais ce qui m'a frappé, c'est l'impact de ces expériences sur les gens qui les ont vécues. Leur vie est changée. Leur vie est changée d'une façon bien plus profonde que la vie de personnes qui auraient juste
eu peur de mourir et qui s'en serait sorti. Il y a des études psychologiques qui montrent que l'impact d'une telle expérience vous propulse dans une autre réalité, vous propulse dans une expérience d'une telle intensité qu'elle va changer radicalement vos valeurs, vos croyances, même pour une personne qui était complètement athée, qui n'avait aucune expérience spirituelle ou vie spirituelle avant, vivre une expérience de mort imminente va complètement la bouleverser. Donc rien qu'au plan psychologique, cette expérience est assez intrigante. Et je suis sûr que certains d'entre vous soit ont vécu cette expérience, soit connaissent des gens autour de vous qui l'ont vécu. Si c'est le cas, écoutez-les, parce que entendre quelqu'un vous parler de ça, lui laisser l'espace pour en parler, peut être vraiment bouleversant. J'ai rencontré un témoin comme ça, un vieux monsieur qui s'appelait Jean, qui avait vécu une expérience en 1949, donc bien avant qu'on en parle, bien avant que Raymond Moody, qui est ce psychiatre américain qui a popularisé la thématique dans les années 80, bien avant ça. Jean était militaire et pendant un entraînement au sud de Toulouse, pendant une pause, il s'est tiré une balle à blanc dans la poitrine en récupérant son fusil en le faisant tomber. Ils étaient loin de tout hôpital, loin de tout secours. On était en 1949 et les balles à blanc à l'époque étaient des balles en bois. Donc il y a le bois qui a pénétré sa poitrine, qui a envoyé des écharpes partout dans son corps. Il est emmené à l'hôpital, tant bien que mal, sur les chemins du Causse autour de Toulouse. Il arrive à l'hôpital, il est dans le coma, il est inconscient. On envoie chercher le médecin qui est parti au cinéma. Le médecin arrive avec sa femme va l'attendre dans le couloir, et Jean, qui est complètement inconscient, va être opéré. Le médecin tente tant bien que mal de l'ouvrir la poitrine, d'enlever les écharpes de bois, de le récupérer. Miracle, Jean est un solide gaillard à l'époque, il va s'en sortir. Sauf que pendant cette expérience, pendant qu'il est sur la table d'opération, il sort de son coma et il reprend conscience au plafond, en train d'observer la scène, en train d'observer le chirurgien travailler sur son corps. Au début, il comprend pas. Il se dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bonhomme? Et il va mettre un peu de temps à comprendre que ce bonhomme sur le billard, c'est lui. Donc il est assez choqué, assez interloqué. Et il continue d'explorer, comme s'il volait, comme s'il était un papillon. Il sort du bloc opératoire, il va à l'extérieur, il voit le paysage alentour de l'hôpital dans lequel il a été amené. Il voit un garage à vélo, il voit plein d'éléments. Il sort dans le couloir où il découvre une femme dont il comprend que c'est la femme du chirurgien. Il voit plein d'éléments extrêmement probants comme ça, qui l'interrogent, qui le questionnent vraiment. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une expérience réelle? Ces questions, il se les pose pas au moment où il les vit, où il vit cette expérience. Il se les pose quand il sort de réanimation et qu'il se retrouve immobile dans son lit, avec la douleur de l'opération. Il se dit, mais ce que j'ai vécu, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était juste un rêve? Et pendant une semaine, il peut pas sortir de son lit. Il n'a qu'une urgence, c'est de pouvoir sortir de son lit pour regarder par la fenêtre, pour voir si ce qu'il a vu à l'extérieur correspond à ce qui est réellement existant dehors. Au bout d'une semaine, il réussit à se lever, et quand il se penche par la fenêtre, il s'aperçoit que le garage à vélo, les arbres, l'entrée de l'hôpital est exactement comme il l'a vu quand il était en train de voler au-dessus de son corps. Ça lui donne suffisamment confiance et suffisamment d'énergie pour poser la question au médecin. Et quand le chirurgien lui fait une visite quelques temps plus tard, il lui dit « Écoutez, docteur, je crois que je suis sorti de mon corps pendant que vous m'opériez. » Donc le médecin réagit, oui, sans doute, vous inquiétez pas, ça va aller mieux, je me suis bien occupé de vous. Non, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être sorti de mon corps et j'ai tout observé. J'ai même vu sous la table l'estampille de fabrication de la table d'opération qui dit que ça a été fabriqué au cycle, Armes et Cycle de Saint-Étienne. Donc là, le médecin est un peu interloqué, il sort de la chambre de Jean, et il revient 5 minutes après dans sa chambre, blanc comme un linge, parce qu'il a regardé sous la table d'opération sur laquelle il avait opéré Jean, et effectivement, il y a cette petite ancienne Armes et Cycle de Saint-Étienne. Comment cet homme qui est arrivé dans l'hôpital en plein coma, qui n'a pas repris connaissance sur le bloc, qui n'a pas repris connaissance dans le bloc opératoire, qui a repris connaissance des heures après dans sa chambre, qui était dans un état proche de la mort, a-t-il pu décrire cet élément et plein d'autres qui se sont passés? Voilà la grande question que posent les expériences de mort imminente. Et il n'y a pas d'explication. Depuis un peu plus de 40 ans, on a développé des techniques qui permettent de ramener des gens à la vie qui auparavant mouraient tout simplement. Les techniques de réanimation qui permettent de ramener des gens qui ont eu un arrêt cardiaque.
Et à la grande surprise de beaucoup de médecins qui ont tenté et réussi ces techniques de réanimation, notamment au début, on s'aperçoit qu'à peu près 20% des gens qui ont eu un arrêt cardiaque rapportent avoir été extrêmement conscients pendant cette période-là, avoir vécu une expérience peut-être de sortir du corps, où ils étaient, comme Jean, en train d'observer la scène depuis le dessus, et parfois avec des détails d'une très très grande précision qui interdit de penser que ça peut être une forme d'hallucination, de reconstruction. Depuis une quarantaine d'années qu'on collecte littéralement des centaines de milliers de témoignages sur les expériences de mort imminente, on a pu explorer un petit peu toutes les hypothèses qui pourraient expliquer leur survenue. Est-ce que c'est une forme de rêve, une forme d'illusion qui est caractérisée par l'état de souffrance du cerveau au moment de la mort, au moment d'un accident? Est-ce que c'est les médicaments dans le cas d'une personne qui est sur un bloc opératoire ou hospitalisée? Toutes ces hypothèses ont été explorées par des chercheurs dans des équipes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe, et ont été les unes après les autres éliminées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause qu'on aurait pu identifier qui permette d'expliquer ces expériences de mort imminente. Elles demeurent un mystère, et elles demeurent un mystère d'autant plus qu'elles présentent cette caractéristique qui, pour moi, en tant que journaliste, est l'élément d'accroche. Quand une personne inconsciente en arrêt cardiaque est capable de décrire ce qui se passe dans le bloc opératoire, il faut qu'on m'explique comment elle a pu faire ça. Je me souviens d'un psychiatre américain qui m'a raconté un cas assez frappant d'un monsieur subissant une opération à cœur ouvert. Donc, vous imaginez son état, poitrine ouverte, le cœur en train d'être bricolé par le chirurgien, et qui, après l'opération, en réanimation, a livré à ce psychiatre. C'est curieux parce que j'ai quand même observé j'ai repris conscience pendant l'opération, j'ai observé toute la scène depuis le dessus, et j'ai vu le chirurgien faire la poule. Et le psychiatre lui dit, mais qu'est-ce que vous dites, faire la poule? Il était comme ça, il avait les mains sur son poitrail, et puis il faisait comme ça, il faisait comme une poule. Le psychiatre en question était interloqué de ce témoignage, et puis comme c'était dans le même hôpital que là où il travaillait, il décide d'aller interroger le chirurgien, qui était un chirurgien d'origine japonaise. Au début, le chirurgien réagit assez mal, et puis finalement, il lui explique, en fait, je fais pas la poule, mais c'est une technique que j'ai mis au point en formation au Japon, là où j'ai appris la chirurgie. Pour éviter de contaminer les outils en touchant, en désignant les choses avec mes mains, je plaque mes mains sur mon poitrail et je désigne mes assistants, prends ci, prends ça, prends ça. Comment ce type, ce témoin, la poitrine ouverte, dans un état dont vous pouvez imaginer qu'il est totalement inconscient, est capable de décrire une scène comme ça? Des cas comme ça, ils sont pas anecdotiques. J'ai enquêté dessus, d'autres journalistes ont enquêté dessus, il y en a un nombre incalculable. Dans notre compréhension actuelle du fonctionnement du cerveau, notre conscience serait liée à l'activité simultanée de tout un ensemble d'aires cérébrales. Quand on est en arrêt cardiaque, ou quand on est dans une souffrance cardiaque importante, notre cerveau fonctionne à 30%, à 40%, ou carrément plus du tout, c'est ce qu'on appelle la mort clinique, qui peut durer plusieurs minutes. Dans cet état-là, notre cerveau il est en stand-by. Nos cellules, nos neurones sont en stand-by. Ils ne fonctionnent plus. Ils ne créent plus d'expérience. Ils ne créent plus d'expérience consciente. Et pourtant, dans ce moment où le cerveau fonctionne moins bien, voire plus du tout, des gens sont capables d'une expérience de conscience beaucoup plus intense que celle qu'ils décrivent dans notre état de veille actuel. Et elle est validée, et ça, en tant que journaliste, pour moi, c'était vraiment le point important, elle est validée par des perceptions avérées qu'ils ont eues pendant l'expérience. Quand quelqu'un sur un bloc opératoire, quand quelqu'un dans un accident de voiture est capable de décrire extrêmement précisément ce qui s'est passé, des choses qui ne seraient pas standards, des choses qu'on pourrait inventer, ça, pour moi, c'est un élément de validation fort qu'il s'est passé quelque chose de réel, qu'on n'est pas dans un rêve, qu'on n'est pas dans l'imagination, qu'on n'est pas dans un mécanisme inconscient de compensation émotionnelle, qu'on est dans une expérience réelle. Les expériences de mort imminente et les récits détaillés que l'on a prouvent que notre conscience est capable de s'affranchir de notre cerveau, de s'affranchir d'un cerveau qui fonctionne et de percevoir et de vivre une expérience même d'une intensité encore plus grande quand notre cerveau fonctionne moins bien, ou pas du tout. Dans une grande majorité des cas, les gens qui rapportent une expérience de mort imminente parlent de quelque chose d'intensément puissant, d'amour, d'une énergie formidable. Mais il y a aussi des gens qui décrivent une expérience extrêmement difficile.
Dans les récits d'expériences de mort imminente, on a une majorité de gens qui décrivent des expériences extatiques, d'une grande beauté, dans lesquelles ils ont eu l'impression de baigner dans une lumière d'amour. Mais on a aussi des récits de gens qui ont vécu des choses extrêmement effrayantes. On a essayé de comprendre longtemps, et les chercheurs se sont interrogés sur le pourquoi certaines personnes vivent ça difficilement. En fait, la réponse n'est pas tellement dans l'endroit où seraient allées ces personnes qui ont vécu une expérience terrifiante, qui serait différent de l'endroit où seraient allées les personnes qui ont vécu une expérience positive. C'est plus la façon d'appréhender l'expérience. On a tous des difficultés par rapport à certaines choses de la vie. On a tous des réactions différentes en fonction de ce que l'on vit. Vous prenez deux personnes qui sautent en parachute, l'une va être absolument terrifiée par l'expérience, l'autre va trouver ça totalement extatique. Et on pense que les expériences de mort imminente, parfois, peuvent avoir des caractéristiques qui sont tellement bouleversante, tellement déboussolante, où tous les repères sautent. Imaginez-vous là, fermez les yeux, et imaginez-vous, vous reprenez conscience, vous êtes à l'extérieur de votre corps, au-dessus de votre tête, à 2 mètres. Comment vous allez réagir? Est-ce que ça va être de la peur? Est-ce que ça va être de l'excitation? Il y a beaucoup de récits spontanés de gens qui vivent une expérience de mort imminente, vous savez, en s'endormant le soir, et qui sont tellement surpris d'y arriver, qu'elles reviennent instantanément dans leur corps. Donc l'aspect émotionnel, il n'est pas à négliger, et je ne pense pas qu'il y ait un enfer ou quelque chose qui soit un endroit terrifiant qui nous attend. Je pense que c'est plus ces récits d'expériences de mort imminente qui sont vécus comme effrayants sont plus liés à l'émotion de la personne au moment où elle la traverse. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dès lors que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, c'est que beaucoup de gens vivent des expériences de mort imminente, ou beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente. Ça se trouve autour de vous, il y a des gens dont vous ignorez tout, qui ont vécu cette expérience et qui vous en ont jamais parlé, parce qu'ils craignent peut-être votre réaction, parce qu'ils ont du mal à en parler eux-mêmes. C'est difficile de parler d'une expérience qui est à ce point-là bouleversante, qui à ce point-là change toutes nos façons de voir la vie. Si vous avez vécu vous-même quelque chose, vous devez sans doute éprouver peut-être la difficulté à en parler à certains amis, à vos proches, à votre entourage. N'essayez pas forcément de vouloir convaincre tous les gens qui vous entourent que vous avez vécu quelque chose qui est à ce point-là important pour vous. Choisissez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui aura plus de bienveillance, plus d'écoute. Je vous comprends, on a envie de partager quelque chose comme ça qui est à ce point bouleversant, mais voilà, les gens, vous l'avez remarqué, ont sans doute des difficultés à vous entendre, à vous écouter, à accepter des choses qui bousculent tous leurs repères. Vous savez, on vit plein de certitudes, on vit dans un monde qui prétend être rationnel et qui pourtant est vraiment très enfermé sur lui-même. On a l'impression de tout savoir, on a l'impression d'avoir réponse à tout. Et quand vous essayez de partager quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, votre conjoint, votre ami, votre collègue à qui vous en parlez, plutôt que de vous écouter, va plutôt avoir spontanément le réflexe de vous ramener à la raison, vous dire « Ah oui, ok », ou alors « Oui, j'ai lu quelque chose là-dessus », ou alors elle va peut-être si être ouverte d'esprit et familière, mais il est important d'écouter. Il est important d'essayer de... pour ceux qui n'ont pas vécu cette expérience, mais qui dans leur entourage ont des amis ou des proches qui l'ont vécu, écoutez sans interrompre, écoutez sans vouloir essayer de comprendre ou expliquer tout de suite à votre interlocuteur ce que vous pensez avoir compris de ce qu'il a vécu. Écoutez, restez dans le silence. Et dans cette écoute, vous allez créer un espace de bienveillance, de discussion qui va permettre à quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué à sortir, de sortir finalement. Les expériences de mort imminente amènent à mon sens une preuve extrêmement solide que la conscience survit à la mort du corps. Il suffit de voir comment elle a impacté celles et ceux qui les ont vécues. Leur vie est plus pareille, leurs valeurs sont plus les mêmes. Je me rappelle de gens que j'ai évoqués. Je l'ai rencontré, il était très vieux monsieur. Il a eu plusieurs enfants et 2 de ses fils sont morts. Et quand il parle de la mort de ses fils, il ne parle pas d'eux comme des gens qui ont disparu. Il parle d'eux comme des âmes qui sont quelque part et qui l'attendent. Et je voyais dans son regard que ce n'était pas une sorte d'autoconviction pour se rassurer, pour supporter la mort de ses enfants. C'était vraiment une conviction extrêmement profonde, au-delà du mental, au-delà de la réflexion. Et ça, je l'ai rencontré chez beaucoup de témoins ayant vécu une expérience de mort imminente. Ils n'ont pas appris quelque chose. Leur corps a été changé. Ils ont fait une expérience de la vie après la mort et ça les a radicalement changés.